Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 27 juin 2023. Alors tout d'abord, comme vous devez être tous au courant, samedi dernier un coup d'État de Prigojine a été interrompu suite à un accord trouvé. Ce dernier exigeait la démission du ministre de l'Intérieur Shoigu ainsi que son chef d'état-major Gerasimov. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de l'accord, mais pour vous résumer, donc samedi matin, un camp de Wagner aurait été bombardé par l'armée russe, et donc sur ce fait, Prigojine, accompagné de ses combattants, s'est tout d'abord rendu sur Rostov, donc qui est ici, où il a pris le contrôle du quartier général de l'armée russe. Et ensuite, une des colonnes du groupe Wagner s'est dirigée vers la capitale, donc Moscou. Et l'accord a été trouvé alors que cette colonne se trouvait à un petit peu plus de 200 km de cette ville. Au niveau des dégâts et des pertes enregistrées, donc on note qu'un dépôt pétrolier à Voronej a été bombardé, un véhicule Wagner a été détruit, ainsi que 30 combattants tués. Côté de l'armée russe, un Ka-52, un Mi-8, 3 Mi-8 MTPR, donc ce sont des hélicoptères équipés en guerre électronique, un Mi-35, donc il y aurait eu au moins 13 personnels tués. Prigojine ainsi que son groupe Wagner vont être redéployés en Biélorussie. Et d'ailleurs, le renseignement britannique craint une éventuelle offensive du groupe Wagner depuis la Biélorussie vers Kiev. Les frontières polonaises ainsi que lituaniennes ont été renforcées par les armées de ces pays. Et dans le même temps, le groupe Wagner a rendu l'armement lourd à l'armée russe. Donc voilà pour donc le groupe Wagner et Prigojine. En description, vous retrouverez César qui roule à vive allure. Il parvient à éviter un premier drone, mais le conducteur perd le contrôle du camion et finit dans le fossé. Puis un drone s'abat sur le véhicule immobilisé et s'ensuit une explosion. À Lvov, le bâtiment du SBU a été touché par un Shahed. Et enfin, une nouvelle aide américaine a été validée, avec notamment 30 Bradley, 25 Stryker et des munitions pour HIMARS Patriot ainsi que des manpads. On se dirige maintenant donc sur le terrain avec le front de Louhansk. Alors dans le secteur de Kupiansk, les Russes ont progressé dans la forêt au nord-est de la ville, donc ici. Ensuite, dans le secteur de Kremina, là également, les Russes ont progressé dans la forêt d'une centaine de mètres également. Dans la région de Siversk, sur Bilorivka, le complexe industriel qui était sous contrôle de l'armée ukrainienne la semaine dernière est maintenant disputé. La ville de Spirne est toujours disputée également. On arrive maintenant dans le secteur de Bakhmut. Alors sur Bakhmut, les combats continuent sur les flancs nord et sud. Ici, les Ukrainiens ont annoncé une nouvelle offensive, donc cette dernière semaine. On a noté que du côté russe, un Tulpan a été touché par une frappe de HIMARS. Dans le secteur nord, une tranchée russe a été prise d'assaut par les Ukrainiens. Et dans la partie sud donc, de Bakhmut, là également un succès partiel des Ukrainiens, donc au nord-ouest de Klishivka, proche du canal ici, où donc, les positions russes ont été abandonnées par ces derniers. Et ici, donc, ce secteur est sous la responsabilité de la 72e brigade motorisée russe. On continue sur la ligne de front. On se rend maintenant dans le secteur de Donetsk. Alors sur Donetsk, pas d'évolution donc cette dernière semaine. La ligne de front est ici stable. On se dirige maintenant sur Krasno-Rivka, donc qui est la ville qui est ici. Au sud-est de Krasno-Rivka, les parachutistes ukrainiens de la 79e brigade d'assaut aérien ont progressé ici et ils ont repris donc du terrain. Ils ont donc repris ici à peu près un demi-kilomètre carré. On continue, pas d'évolution donc sur Marinka, ni même sur Vuhledar, comme vous pouvez le constater. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il y a toujours des duels d'artillerie, des reconnaissances en force, mais pas de mouvement qui modifie la carte. On se dirige maintenant sur le front de Zaporizhia, donc c'est là où il y a eu le plus de
mouvement cette dernière semaine. Alors ici, ce qu'on peut noter sur ce front, c'est qu'en plus de l'artillerie et de l'aviation, il y a de nombreux champs de mines qui entravent l'offensive des Ukrainiens, mais n'empêchent pas ces derniers de continuer à avancer dans certains secteurs. Les Ka-52 restent très actifs, un Léopard 2 a de nouveau été touché par un Lancet. Donc maintenant sur les deux secteurs, donc le premier c'est Velika Novosilka, c'est là où les Ukrainiens ont le plus avancé donc cette dernière semaine. Donc ces derniers ont avancé au sud-est de Levadnié, ici. Également à l'ouest de Makarivka, ici. Et un fait plus important, ils se sont emparés du village de Rivnopil, ici, qui était sous contrôle des Russes. Les Ukrainiens ont attaqué depuis 3 axes différents, et sous la pression, les Russes ont battu en retraite, et ce qui a permis aux Ukrainiens de sécuriser le village. Et on note également, vous retrouverez bien sûr en description, une vidéo où on voit un char russe, un T-80, faire irruption dans le village de Makarivka, détruire 2 blindés et repartir aussitôt. Mais le village de Makarivka reste toujours sous contrôle des Ukrainiens. Donc ici, c'est l'avancée la plus significative donc cette dernière semaine pour les Ukrainiens. On va maintenant se porter dans le secteur de Orikiv. Alors ici, les Ukrainiens progressent également, mais moins rapidement que sur Velika Novosilka. Et toutes ces progressions prennent des pertes assez élevées en hommes et en matériel. Et enfin, sur le village de Piatikatki, donc il se trouve ici. Donc ce village a changé de main à plusieurs reprises cette dernière semaine, et ce même à plusieurs reprises pendant des délais de 24 heures. Il est très difficile de tenir ce village puisqu'il est dans la partie basse topographique et les hauteurs sont contrôlées par les deux armées. Le village de Piatikati reste en zone grise. On va maintenant se porter dans la région de Kherson. Ici, dans la zone bleue, c'était la zone inondée, mais les eaux ont diminué, donc je supprimerai cette zone la semaine prochaine. Alors ici, le fait important, c'est que les Ukrainiens ont réussi à franchir le Dniepr à hauteur du pont Antonovsky. Donc ici exactement, il y aurait entre 50 et 100 combattants ukrainiens retranchés, et ils se protègent essentiellement sous le pont, justement Antonovsky, des tirs de batterie, et ils sont en train d'essayer de stabiliser et renforcer leur position. Ensuite, dans la région de Kherson, le pont Chongar a été endommagé par des Storm Shadow. Ce dernier a été donc fermé entre 15 et 20 jours, donc le pont il est ici exactement. Et le lendemain donc, de la frappe, un ponton a été installé, comme vous pouvez le voir ici, et les réparations donc, du pont ont déjà débuté. J'en ai profité pour vous indiquer tous les autres ponts qu'il y a entre la Crimée et Kherson. Donc il y en a ici, ici, et là c'est davantage des routes sur des buttes de sable, une ici et une ici. Donc en tout, il y en a 5. Il y a également eu d'autres frappes de Storm Shadow sur Skadovsk, ici, également sur Enichevsk, ici. Et les dégâts des frappes ne sont pas connus. Et sur Sébastopol, donc dans la rade de Sébastopol, en plus des filets de protection, donc la rade est également protégée par des dauphins qui sont dressés pour prévenir des incursions d'éventuels nageurs de combat. Donc ici. Donc voilà pour les informations au 27 juin 2023. Donc en résumé, un coup de force de Prigojine a eu lieu samedi dernier. Cela s'est arrêté après qu'un accord a été trouvé par l'intermédiaire de Loukachenko. Prigojine a ordonné à sa colonne de véhicules qui se dirigeaient vers Moscou de stopper et de rebrousser chemin, alors que celle-ci était à un peu plus de 200 km de la capitale. Les sanctions pénales contre Prigojine ont été levées et les combattants Wagner ne seront pas inquiétés. Et donc depuis, Prigojine s'est rendu en Biélorussie. Sur le terrain, les progressions ukrainiennes ont été notées dans le sud de Bakhmout, au sud-est de Krasnohorivka, donc dans la région de Donetsk, également dans le sud de Velika Novosilka et au sud d'Orikiv. Cela au prix de pertes élevées en hommes et en matériel, et quand on dit matériel, c'est également matériel OTAN. Notez que les Russes utilisent également des blindés kamikazes, donc des BMP ou des chars remplis de TNT, et ils les font avancer et sauter sur les positions ukrainiennes avec plus ou moins de réussite suivant les secteurs.
Les champs de mines russes perturbent l'avancée ukrainienne. D'ailleurs, vous retrouverez en description une vidéo où une unité s'est empêtrée dans un champ de mines. Et l'autre information importante, des soldats ukrainiens sont parvenus à franchir le Dniepr à hauteur du pont Antonovski, donc dans la région de Kherson, et ils ont pour l'instant réussi à s'y établir. Les combats continuent. Voilà. Je vous laisse maintenant avec un comparatif de la ligne de front au 30 mai dernier, donc pour vous donner un meilleur aperçu de l'évolution de la carte ce dernier mois. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci, et à très bientôt.